Bonjour à tous, nous sommes en direct d'Agen et nous allons aujourd'hui parler de Green Innovation et vous le savez, les entreprises sont aujourd'hui et de plus en plus confrontées à des défis complexes pour continuer à être pérennes, pour continuer à faire avoir de la valeur et en même temps à contribuer à un monde durable. Donc nous avons aujourd'hui avec nous des personnes pour en parler qui ont des complémentarités de points de vue, aussi bien des élus que des chefs d'entreprise. Nous allons réfléchir avec vous et à la manière dont on peut faire du business, faire de l'innovation tout en étant respectueux de notre planète. Nous avons avec nous aujourd'hui Olivier Grima. Olivier Grima qui est élu à la fois maire d'une petite commune qui s'appelle Castel-Cuilier et également vice-président de l'agglomération d'Agen pour l'économie et l'emploi. Bonjour, bienvenue parmi nous. À ma droite, Jean-François Berthoumieux. Jean-François Berthoumieux, vous allez être notre expert climat. Vous allez nous expliquer de votre point de vue quels sont les grands enjeux que nous devons relever ensemble. Vous êtes le président du cluster eau adaptation au changement climatique et également le directeur de l'association climatologique de la Moyenne-Garonne et du Sud-Ouest. Bienvenue parmi nous. Juste à côté de vous, à votre droite, Vincent Collet. Vincent Collet qui est le directeur de l'agence Think Plus, qui a un double ancrage puisque vous êtes à la fois, vous allez nous en dire plus tout à l'heure, au Pays Basque, mais également au Canada. Bonjour. Et nous avons avec nous en direct Hélène Lovato qui travaille avec vous et qui est chargée d'études environnement et qui va nous parler tout à l'heure plus précisément de biodiversité adaptée à l'entreprise. Bonjour Hélène. Bonjour. Enfin, à ma gauche, Laurent Lubrano, qui est le directeur général de Fonroche Lightning, acteur mondial, leader mondial de l'éclairage public, de l'éclairage solaire. Et évidemment, aujourd'hui, nous allons pouvoir parler de ce qui se passe avec vous et au niveau mondial et sur notre territoire. Bonjour. Alors, je vous propose de commencer avec vous, Jean-François Berthoumieux. Je vous pose la question à tous les cinq, mais c'est vous qui allez nous aider à prendre de la hauteur et puis ensuite, après, on rentrera dans le détail. J'ai envie d'aborder la question par les conséquences, le sujet par les conséquences du changement climatique, puisqu'aujourd'hui, c'est au cœur de l'actualité. Il y a un quasi-consensus sur le fait qu'il faut y aller. Il faut que les entreprises, les collectivités, l'État, tout le monde se mettent en mouvement et accélèrent la cadence pour décarboner et protéger notre planète. Alors, chacun d'entre vous, d'où vous êtes, avec la casquette que vous avez, je vais vous demander de me dire quels sont pour vous les éléments saillants sur notre territoire de ce changement climatique. Et puis, vous qui êtes un scientifique, qu'est-ce que vous observez ? Bon, l'observation, vous l'avez faite comme moi depuis 2 ans. Nous avons eu 2 années qui illustrent parfaitement ce qu'est ce changement climatique. Nous avons eu l'an passé, 2021, une année très pluvieuse, avec un été qui a été agréable, mais qui a provoqué du coup beaucoup de maladies sur les fruits, sur la vigne, sur les légumes, et puis accompagné de gel. Et puis 2022 est arrivé avec du sec. C'est une des années les plus sèches que nous ayons observées depuis 1949. La preuve, la forêt des Landes qui a brûlé comme en 1949. Donc cette alternance entre du très mouillé, on peut dire, avec plus de 1000 mm, il est tombé en quelques heures ici sur Agen, plus de 120 mm de pluie en quelques heures. Il est évident que cette pluie ne peut pas rester, elle part, alors que l'année suivante, on a eu chaud. Et chaud avec un nombre de jours à plus de 30 degrés qui atteint 70 journées dans tout l'été. Quelque chose il y a 30 ans, il fallait aller à Rida, en Espagne, pour voir cela. Donc on est dans une tendance au réchauffement, une tendance avec de l'eau qui nous tombe sur la tête, mais variable.
Ah oui. Et que le sol a du mal à absorber, parce qu'en fait, on pense que quand la terre est très sèche, elle va pouvoir se gorger d'eau, mais c'est pas aussi simple que ça. Surtout si elle est Mm. argileuse. Mm. Donc, on sait bien un sol peut contenir 60 mm, mais quand il est plein, eh ben, l'eau ruisselle, c'est de l'érosion. C'est cela que nous travaillons pour limiter ces phénomènes-là et faire en sorte de profiter au mieux de cette eau qui est quand même notre ressource à venir durable. Merci. Laurent Lubrano, votre raison d'être depuis la création de votre entreprise, c'est d'apporter donc une solution d'éclairage solaire autonome. Vous allez préciser hein, vos missions. Et alors vous, qu'est-ce que vous observez? Quelles sont les urgences et les points saillants sur notre territoire de ce changement climatique? Alors, celles qui correspondent à mon environnement, à moi, à l'environnement de notre entreprise, c'est les conséquences sur la crise énergétique, en fait. Hein. Nous, on est positionné sur le métier des énergies renouvelables en général au départ, et précisément sur l'éclairage solaire. Et la conséquence de cette crise énergétique, qui est un pendant de la crise climatique, hein, on peut le dire, c'est le fait que les communes décident aujourd'hui d'éteindre pour éviter le choc de la facture d'électricité. Alors c'est une décision qui est très compréhensible, bien sûr, parce que devant l'événement de cette facture qui explose, il n'y a pas d'autre choix à faire. Par ailleurs, on sait qu'il y avait aussi de l'exagération dans ce domaine, hein, des endroits qui étaient éclairés qui n'étaient pas nécessaires, ou des endroits qui étaient suréclairés. Mais malgré tout, là, on est en train de passer carrément à carrément autre chose, c'est-à-dire qu'on est en train d'éteindre à des endroits où on avait quand même, et on a toujours, des besoins de sécurité civile, des besoins de sécurité routière, des besoins de vie sociale, d'activité économique, et l'éclairage sert à tout ça. Et donc notre prisme à nous, c'est de pouvoir intervenir sur ce sujet-là et d'essayer d'y apporter notre contribution. Je me tourne du côté, j'allais dire, du consultant, mais qui n'est pas un consultant, parce que vous avez dans votre agence précisément des métiers très techniques chez Think Plus. De votre point de vue, quels sont donc aujourd'hui les défis que doivent relever nos entreprises, puisque c'est ça que vous observez aujourd'hui, le changement climatique, ça amène quoi comme changement sur le territoire? Ça change tout en fait dans l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise doit faire face à pas mal d'enjeux, que ce soit des enjeux réglementaires. On voit qu'il y a des pressions très fortes aujourd'hui avec la loi AGEC, avec la loi climat qui est arrivée, qui demande des éléments beaucoup plus importants, axés sur principalement l'économie circulaire, comment réinjecter de la circularité dans la conception de produits, comment intégrer, faire des produits recyclables, tout simplement. Comment pas gaspiller. On parlait d'éclairage tout de suite. Et c'est ça, c'est le gaspillage. Aujourd'hui, on est dans une société qui était dans le confort et qui va en fait aujourd'hui tendre en fait vers la sobriété malgré elle. Et ça, c'est un point qui est quand même important de noter. Donc, comment l'entreprise s'adapte à ça? Donc, la réglementation va l'aider par la loi, qui est de plus en plus contraignant. L'Europe est le modèle mondial sur la réglementation environnementale, donc, et la France particulièrement. Après, il y a les usages. Aujourd'hui, 76% à peu près des Français se disent responsables ou attendent que les entreprises changent. Elles attendent que les marques changent. Ça, c'est important. On est à peu près, je crois, à des taux de 65% où ils attendent que les entreprises apportent le changement. Il y a des problèmes certainement que vous vivez, vous, en interne, en entreprise de RH, de ressources humaines, motivées à avoir du sens dans les entreprises. Et les ressources humaines viennent vers nous aussi pour ça. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on connaît actuellement, des problèmes de ressources, de chaîne de valeur. Comment réorganiser sa chaîne de valeur? Et l'environnement participe à ça parce qu'on apporte une certaine traçabilité. On essaye de comprendre l'ensemble du cycle de vie de la matière première jusqu'à la fin de vie. Et cette traçabilité nous permet de sécuriser justement tous ces éléments-là.
Et du point de vue des élus, donc Olivier Grima, vous représentez le technopôle d'Agen. Il y a du temps court, il y a du temps long. Et alors concrètement, comment est-ce que votre vision d'élu vient répondre aux besoins et aux urgences que vous observez et analysez sur le territoire? Alors, je suis effectivement ici en tant que vice-président de l'agglomération d'Agen, donc j'ai une responsabilité sur un territoire qui est un territoire de 102 000 habitants, donc c'est quand même un territoire significatif. Et pour revenir sur ce qui a été dit, notamment par Jean-François, sur les conséquences en fait, de ce changement climatique, et notamment ces 2 dernières années. Nous, on observe qu'effectivement, la pluviométrie, elle change. Dans l'année, en fait, on a des épisodes très pluvieux qui ont des conséquences à la fois sur les infrastructures et aussi sur la vie des gens, donc avec des inondations notamment. On a eu des quartiers qui ont été inondés à Agen. Donc ça veut dire qu'il va falloir repenser aussi les infrastructures qui ont été conçues il y a maintenant une bonne 50aine d'années, qui étaient prévues pour des épisodes classiques de pluviométrie. Pour ce qui est de la chaleur et les îlots de chaleur qu'on observe maintenant dans les villes, notamment le centre-ville, c'est un sujet aussi de société qu'il faut traiter, puisque ça devient par endroits invivable. Donc ça, c'est le premier impact qu'on prend de ce changement climatique et qui a des répercussions très concrètes sur la vie des gens. Alors, on se disait tout à l'heure qu'effectivement, on a 2 années significatives dans un mouvement de fond qu'on observe et qui est démontré scientifiquement. Je pense qu'il n'y aura plus personne de sérieux pour dire qu'en fait, il n'y a pas de changement climatique. Comment, en fait, on s'organise maintenant pour essayer d'inverser en fait, cette tendance-là, tout en amenant aussi nos concitoyens aussi en fait à les accrochant aussi à ce changement, parce qu'il ne s'agit pas non plus en fait de faire de changements contre nos concitoyens. Vous disiez à l'instant en fait 76% des gens en fait attendent du changement, des entreprises mais pas que. J'espère qu'ils sont prêts eux aussi à changer, parce qu'en fait c'est l'affaire de tous. Voilà, c'est notre quotidien qu'il faut modifier. Et l'agglomération, en fait, on l'a évoqué tout à l'heure, a pris une décision assez récente, c'est-à-dire l'extinction de l'éclairage public. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Évidemment, en fait, on anticipe une facture énergétique pour 2023 qui va être significativement à la hausse. Donc ça, c'est une décision de responsabilité. Et en même temps, c'est une décision aussi d'opportunité de se dire peut-être qu'effectivement, on est prêt à accepter aujourd'hui l'extinction aussi de l'éclairage la nuit, alors que les gens n'y étaient pas prêts il y a encore 5 ou 6 ans. Parce que justement, en fait, on a un bon niveau d'information aussi sur les conséquences aussi énergétiques de notre politique, et on peut actionner en fait ce levier-là. Voilà. Mais il y a beaucoup d'autres choses à discuter ce matin. On va y revenir, je suppose. Mais oui, d'autres leviers. Et c'est intéressant ce que vous disiez aussi sur la façon dont, enfin, vous l'avez évoqué rapidement l'un et l'autre, mais sur la question aussi de la gestion RH, ne pas aller contre les citoyens. Mais on se rend compte aussi qu'à l'intérieur même des entreprises et à travers la raison d'être et à travers les valeurs qui sont affichées, c'est un bon moyen aussi de recruter des talents, de les garder. Et ça, c'est quelque chose que j'imagine que vous voyez aussi beaucoup dans les entreprises en général, que vous accompagnez, mais aussi sur le technopôle, où vous avez quand même un vivier d'entreprises qui sont sensibilisées à ces questions-là. Ouais, nous, concrètement, aujourd'hui, dans les groupes de comités de pilotage avec qui on travaille, concrètement, il y a 5 ans, les ressources humaines n'étaient pas présentes. Aujourd'hui, elles sont présentes. Donc ça, c'est un point qui est important. Leur présence fait qu'ils ont une demande. On voit de plus en plus que cette problématique aussi de RSE dans l'entreprise est en train de basculer du côté RH de plus en plus, notamment dans les groupes qu'on accompagne. Et puis l'autre point, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, l'environnement, elle s'intègre directement dans les valeurs de l'entreprise. Donc le fait d'entraîner ça dans les valeurs de l'entreprise, ça permet d'avoir une opérationnalité directe au niveau du marketing, au niveau de la conception, et au niveau du coup de la commercialisation du produit ou du service qu'on enclenche, et de la mutation des entreprises. Oui, effectivement, je confirme que les entreprises ont intégré cette notion de responsabilité, et donc elles engagent effectivement des investissements importants aussi pour essayer de traiter différemment cette question, en essayant aussi d'embarquer aussi leurs salariés, parce que c'est une responsabilité aussi qui nécessite aussi d'avoir un consensus. Parce qu'on n'arrivera pas à avancer, on n'arrivera pas à faire de développement durable contre les gens. C'est ce que vous disiez à l'instant, et moi je suis assez d'accord avec ça.
on a une urgence qui vient nous percuter, on se dit tous qu'il faudra aller plus vite, mais on ne peut pas aller plus vite seul. On va être aussi obligé d'aller plus vite en fait collectivement. Donc il faut être très prudent aussi sur ce qu'on met en place et l'accompagnement, et notamment au sein des entreprises avec cette responsabilité sociale, est fondamental aussi. Et je suis très heureux donc qu'on sente ce mouvement, notamment au niveau des ressources humaines, sur des groupes et sur des entreprises aussi de taille moyenne, de plus petite taille, de se dire quel est en fait mon impact dans mon activité sur le territoire sur lequel je m'implante, comment je privilégie d'ailleurs aussi des circuits courts aussi sur des matières premières. Donc ça, c'est des notions aussi qui viennent maintenant en fait en premier plan. On achète moins maintenant en fait un prix, on achète plus effectivement un territoire dans lequel en fait on souhaite aussi se développer et contribuer à son développement. Donc on sent bien que cette responsabilité en fait, elle est au plus haut niveau maintenant des entreprises. Quand vous avez commencé, vous étiez un peu avec votre bâton de pèlerin en France, alors peut-être pas dans d'autres territoires, dans d'autres pays, à l'instar de l'Afrique par exemple, où il n'y avait pas d'éclairage et pas de possibilité de faire autrement. Donc c'était des vrais leviers de croissance pour vous et toujours. Hein, mais aujourd'hui, vous vous sentez moins seul en France. Plus besoin d'aller revendiquer et évangéliser. Oui, effectivement, on a aujourd'hui des demandes entrantes qui sont énormes, effectivement. Et on a commencé en France très tôt, hein, avec effectivement un marché qui n'était pas encore ouvert. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, cette prise de conscience, maintenant, elle est à peu près générale. Il n'y a plus de sujet. Oui, la première attitude, c'est la sobriété. Ce sont des actes un peu défensifs. Mais on doit avoir absolument deux choses en tête. L'impact, donc là on parle de puissance, hein, et la vitesse. On va parler de vitesse. Et nous, ce qu'on défend, c'est qu'il ne faut pas avoir peur aussi de défendre que quand on a trouvé la bonne technologie, le bon modèle, y compris le bon modèle économique, hein, des mots qui sont un petit peu cachés quand on parle de tout ça, il ne faut pas les cacher, c'est fondamental, parce qu'on vit avec ça, ben, il faut être capable de les déployer à grande échelle. Voilà. Donc de parler d'industrie. C'est plus la même industrie qu'hier, c'est une industrie qui doit changer, mais il faut parler de tout ça. Il faut parler de compétitivité, il faut parler de mode industriel, d'impact, de développement, de vitesse, et c'est ce qu'on essaye de faire sur l'éclairage solaire, parce que il se trouve que là, pour le coup, on a une technologie qui à la fois remplit les deux modes, quoi, hein, le mode sobriété énergétique, mais en même temps la création de valeur. La possibilité d'amener de l'impact social, économique, énergétique, etc. Donc, quand on est sur des sujets comme ça et qu'on a enfin trouvé un mode qui remplit un peu toutes les cases, il y a encore des choses à améliorer, hein, là aussi, il faut foncer, et c'est ce qu'on essaye de faire. Et alors là, sur le territoire, à votre exception, puisque vous êtes venu en voisin, parce que vous n'êtes pas directement implanté sur le territoire comme les trois messieurs qui sont juste à mes côtés, quand on pense mais justement de façon plus macro et articulation avec le politique, hein, puisque l'éclairage public, c'est des décisions politiques, mais bon, il y a l'État, il y a les collectivités, il ne faut pas attendre, ça c'est quelque chose que vous m'avez tous dit dans la préparation, il ne faut pas attendre que tout vienne de l'État, il faut prendre sa part. Il faut, sur le mode colibri. Donc sur ça, ça veut dire quoi concrètement? Parce que prendre sa part, ça veut dire qu'en tant qu'élu, précisément, vous mettez en place une structuration d'un écosystème comme ce technopole. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser, Olivier Grima, ce que c'est qu'un technopole? Quels sont vos objectifs? Est-ce que c'est, comme le disait aussi Laurent Lubrano, le fait d'essayer de faire bosser ensemble l'industrie et la recherche? Enfin, voilà, précisez-nous l'objectif. Alors, je vais faire effectivement la transition avec ce que vient de dire Laurent. Il ne le dit pas parce qu'il est modeste, mais en fait, l'idée en fait... c'est parce qu'il attend son heure. Oui, l'idée qu'il défend, c'est une idée qui est géniale. Elle est géniale parce qu'elle est simple. Voilà, l'éclairage en fait public, depuis très longtemps, en fait, c'est un éclairage en fait filaire, donc avec des équipements qui sont très consommateurs et qu'il faut changer régulièrement. Et donc, ils sont partis d'un principe, effectivement, avec une batterie et chargée par le soleil. Donc,
c'est simple, on plante effectivement un éclairage là où on en a besoin, ça fonctionne très bien, on peut faire de la réduction d'éclairage. L'idée est géniale. Et donc, on a la chance effectivement de se connaître depuis quelques années, puisque l'entreprise, je dirais, elle est née en fait sur le territoire. Et à notre niveau, on a essayé aussi d'accompagner à la fois son développement et aussi de saisir aussi l'opportunité aussi de ce changement technologique majeur. Et donc, c'est là où en fait, lorsqu'on a créé le Technopôle Agen-Garonne, donc c'est une zone économique d'ampleur, puisqu'on parle de 200 hectares, donc c'est quand même significatif sur notre territoire. On l'a voulu en fait ce tag haute qualité environnementale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on avait fait le constat aussi que les zones économiques vieillissaient très très mal et que la zone économique de demain, c'est une zone économique dans laquelle aussi les gens aiment travailler, mais aussi continuent de vivre. Donc il fallait aussi intégrer cette notion aussi environnementale. Et puis la responsabilité dont on parlait tout à l'heure nous a amené aussi à imaginer aussi une autre façon aussi de gérer ce qu'on gérait différemment sur les mandats précédents, et notamment l'éclairage public. Et donc on a eu la chance effectivement pratiquement dès le départ de cette innovation technologique qu'on appelle Smart Light, de pouvoir en implanter sur le Technopôle, puisqu'en fait on a une voirie qui fait plus de 3 km, et d'implanter effectivement de l'éclairage solaire. Alors c'est pas juste ce qu'on a fait, puisque la volonté c'était aussi de gérer aussi par des nœuds aussi, on va dire la collecte aussi des eaux pluviales, de manière à ce qu'elles retournent aussi dans les nappes. Ce que disait Jean-François tout à l'heure, c'est que on a de l'eau, mais aujourd'hui en fait on ne la gère pas correctement. Donc on l'évacue, on a plein d'exutoires, mais finalement en fait elle part de notre territoire. On a besoin que cette eau reste sur le territoire. C'est fondamental. Notre ressource, peut-être s'il devait y en avoir qu'une, c'est l'eau. Donc on a cette responsabilité effectivement au niveau du TAG aussi de gérer cette partie pluviale. Donc on a créé des nœuds, on a créé aussi des cheminements d'eau pour que les salariés puissent se déplacer avec d'autres modalités aussi. Voilà, donc ça s'inscrit dans une volonté politique qui a été amorcée il y a maintenant une bonne dizaine d'années, qui s'est concrétisée donc par cette Technopôle, et sur lequel on a la chance aussi d'avoir des filières qui sont des filières, et notamment Forage Lighting, qui portent haut aussi ces valeurs-là aussi en termes de développement durable, parce que si Forage Lighting est devenu le leader mondial, c'est pas le fruit du hasard. C'est qu'à un moment donné, à la fois la technologie en fait, elle est magique. Elle est magique. Et puis ils ont su aussi expliquer aux collectivités, mais pas que, l'importance aussi de ce nouveau système-là, parce qu'il y a des besoins. Quand on dit on va éteindre effectivement l'éclairage public entre 22h et 6h, il reste quand même beaucoup d'heures où ça va être allumé, où on peut faire de l'abaissement. Donc on a intérêt en fait de basculer de l'halogène, une lampe ancienne qui consomme beaucoup, sur un système qui est un système avec une durée de vie de l'ordre de 15 ans. Donc on est très conscient effectivement que cet investissement, parce que pour parler chiffres en fait sur l'agglomération, c'est à peu près 18 000 points lumineux. Donc ça commence à faire sur la facture énergétique et en termes de puissance. Et donc d'ici 2025, on a prévu d'implanter environ 4000 mâts solaires. Donc ça veut dire qu'on va aussi avoir un paysage qui va être transformé. Et on est convaincu aussi que sous cette impulsion-là aussi, les administrés aussi vont prendre conscience aussi que dans leur quotidien aussi, ils peuvent agir. Voilà. On a cette valeur d'exemple qu'on doit porter en tant qu'élu, et c'est nécessaire, mais en même temps aussi, l'entraînement aussi. Et moi, je crois beaucoup en fait à cette vertu aussi, à de me dire, ok, il y a ça qui est fait, qu'est-ce que je fais, comment je prends ma part. Vous parlez tout à l'heure de la légende amérindienne, donc on essaye aussi chacun à notre niveau aussi de faire passer ce message, on doit prendre sa part. J'ai envie de profiter de ce moment, puisqu'il va y avoir 4000 mâts solaires. Ce solaire pourrait également être utilisé pour pomper de l'eau de la nappe qu'on a réalimentée. Si autour de ces 4000 pylônes avec des capteurs solaires, on avait en même temps 2 arbres de chaque côté, à une distance raisonnable pour que le capteur solaire se recharge, on aurait la possibilité de climatiser ce lieu de passage avec l'eau de la nappe, plus le solaire qui pompe au moment où il fait soleil, et de rafraîchissement. Pourquoi nous sommes venus sur la TAG parce que justement vous avez planté des arbres. Vous aviez prévu d'en planter, je dirais 1, je vous ai demandé d'en planter 6. Et vous en avez planté 2,5, 3.
il n'y en a pas encore assez, à mon sens. Et surtout, il faut que ces arbres soient irrigués. Or, aujourd'hui, on a un problème, c'est que l'eau vient de la Garonne et les tuyaux ne sont pas encore pleins. Alors qu'il y a l'eau de la nappe qui est juste en dessous. Il faudrait, sur les noues, qu'il y ait des puisards aussi, pour être sûr que cette eau ne repart pas. Donc, il y a des choses encore à faire. Mais alors là, il me semble qu'il y a vraiment quelque chose à faire, parce que j'avais proposé à vous, Fonroche, d'utiliser ces capteurs pour mesurer la qualité de l'air, puisqu'ils ont de l'énergie, ils ont des systèmes de transfert de l'information. On pourrait surveiller la qualité de l'air et un jour peut-être transformer les déplacements des gens en fonction de cette qualité mesurée. C'est un sujet que l'on travaille. Effectivement, nos lampadaires solaires embarquent de l'énergie pour éclairer, principalement, mais embarquent aussi de l'énergie pour pouvoir alimenter des systèmes de communication. Voilà. Aujourd'hui, ces systèmes de communication nous servent essentiellement à monitorer les éclairages, éteindre, changer les heures d'éclairage, les puissances, etc. Intervenir aussi sur les batteries à distance pour qu'elles durent le plus longtemps possible, les soigner, si on peut dire, en achetant des softs. Mais effectivement, Jean-François a raison, on travaille aussi à d'autres externalités, d'autres utilités de ces systèmes de communication, comme celui de la surveillance du climat, etc., qui sont en cours de travaux dans notre R&D. C'est des choses qui seront développables. Le seul sujet pour nous, à chaque fois, c'est de dire comment, quand on fait ça, est-ce qu'on répond à un vrai besoin global? Est-ce que c'est duplicable? Est-ce que c'est duplicable dans le monde entier? C'est toujours notre prisme. Parce que le danger dans ces initiatives, c'est de fouiller beaucoup d'initiatives et qu'il n'y en ait aucune qui soit duplicable et développable. Nous, on est toujours sensible à ça. Moi, je suis sollicité au moins toutes les semaines par des gens qui me disent « Mais puisque vous avez un savoir-faire sur la captation, le stockage, la restitution d'énergie, on peut faire ci, on peut faire ça, etc. » Oui, oui, mais comment on a de l'impact, comment on met de la vitesse, comment on arrive à le dupliquer partout avec un vrai bénéfice, je dirais, pour le climat, pour le développement durable et pour les populations. Voilà. Donc c'est toujours le prisme. Celui dont parle Jean-François est réel. On est présent par exemple au Sénégal sur pratiquement l'intégralité du territoire sénégalais aujourd'hui. On sait que ce sujet-là est duplicable et donc c'est un vrai sujet de développement. Il y en a d'autres. Alors effectivement, pour répondre à la sollicitation de Jean-François, sur la TAG, on a planté déjà 600 arbres. Alors c'est trop peu, mais c'est déjà 600 arbres. Moi j'ai tendance à regarder aussi le verre à moitié plein et voir tout ce qu'on a encore à faire. Évidemment qu'il faut aller plus loin, évidemment, et notamment dans les centres-villes, lorsqu'il va y avoir de l'éclairage, donc qui est une compétence de l'agglomération d'Agen, la ville d'Agen aussi, je crois qu'elle a dans son programme aussi la plantation donc, de 5000 arbres aussi au niveau de la ville, puisque c'est une compétence communale. Pourquoi? Parce que je parlais tout à l'heure des îlots de chaleur. On a vraiment en fait une difficulté et c'est ce qui va aussi permettre aussi de rendre acceptable aussi ça, parce que lorsqu'on dit qu'on va végétaliser en fait un centre-ville, ça veut dire que très concrètement en fait là où c'était constructible, on va y remettre des végétaux. On parle de ça. Et donc là où effectivement il y avait de la valeur qui était présente, de la valeur immobilière, eh bien, on va décider en fait une orientation qui est radicalement différente. Donc ça on le fait si effectivement les gens sont convaincus qu'il va y avoir en fait du mieux dans leur vie de tous les jours. Et moi je suis toujours sensible à ça et j'y reviendrai chaque fois que nécessaire pour dire ok, il faut qu'on aille vite, mais il faut qu'on aille vite avec tout le monde. Alors au niveau des arbres, j'ai parlé tout à l'heure du climat de l'Éride, hein, mais il faut aller à Barcelone, il faut aller à Valence, il faut aller à Murcie. On voit déjà que cette civilisation qui a vécu dans un climat chaud a adopté forcément l'arbre. En Afrique, s'il n'y avait pas des arbres, on ne survivrait pas. Donc l'arbre est là nécessaire à condition qu'il ait de l'eau, à condition que ses racines aillent puiser de l'eau en profondeur dans une nappe. C'est pour ça que les villes se sont mises pas loin des fleuves, parce qu'il y a des nappes qui sont là. S'il n'y a pas la nappe, il faut qu'il y ait un recours, il faut qu'il y ait une ressource. Et donc, sur l'agglo d'Agen, sur le TAG, sur la ville d'Agen, on a des désirs et des souhaits de planter des arbres. On a oublié encore la ressource qu'il faudra, parce qu'un arbre adulte, c'est 100, 200 litres par jour
qui évapotranspire. Et c'est grâce à cette eau qui s'évapotranspire qu'on fait baisser la température. Que le meilleur capteur solaire qui soit aujourd'hui, c'est le végétal. C'est la photosynthèse. C'est transformer de l'énergie solaire en frigorie qui nous rafraîchit et en biomasse qui se stocke dans le sol et autres. Donc, ce qu'il faut réfléchir en même temps quand on parle d'un arbre en ville pour les îlots de chaleur, ça peut être aussi de la végétation. L'IFTS, sur sa toiture, chez moi, j'ai eu une terrasse végétalisée. Ça stocke 20 mm de pluie quand ça tombe dessus, ça ne ruisselle pas du coup, ça limite l'inondation. Et donc pour nous, avec le cluster, notre idée, c'est une ville végétale, c'est une ville désirable. Et cette ville désirable n'aura peut-être plus les tuiles romaines au-dessus. On aura des terrasses végétalisées qui absorberont l'eau du ciel, qui garderont cette eau pour faire évapotranspirer cette eau dans un végétal qui va se développer à la place des tuiles. Il y aura mélangé des capteurs solaires pour faire d'autres choses. Mais ça veut dire que peut-être cette transition énergétique, peut-être ces contraintes que l'on va avoir, va nous permettre d'oublier un passé qui n'a plus les moyens d'exister. Ouais, je voulais rajouter quelque chose par rapport aux valeurs économiques. On disait qu'on avait une perte de valeur économique. Je dirais plutôt qu'on a un transfert en fait aujourd'hui de valeur économique. C'est-à-dire que la valeur qu'on va essayer de mettre pour réparer justement tous les dégâts écologiques qu'on a actuellement, toutes les réparations qu'on va essayer de faire parce que la chaîne de valeur au niveau de l'entreprise est complètement désorganisée, parce que tous ces éléments vont faire que en fait, ce transfert, et j'aime bien vos propos de dire simplicité, rapidité, impact, pour moi, c'est les 3 mots clés qui sont importants à retenir, parce qu'aujourd'hui, on doit connaître notre impact, l'entreprise doit connaître son impact. Nous, la première chose qu'on commence à faire avec les entreprises souvent, c'est dire, tiens, en tant que personne, quel est l'impact que vous avez? Déjà, c'est une prise de conscience qui est autre que la prise de société. Oui, parce que vous disiez, il y a des chefs d'entreprise qui aiment bien dire oui, mais moi, je fais de l'écologie sans le savoir. Et auquel cas, vous pouvez leur répondre aussi. Ils font des impacts aussi sans le savoir. Oui. On impacte sans le savoir. On pense bien faire parce qu'on crée des emplois, parce qu'on crée un produit désirable, un produit que quelqu'un a besoin. Mais concrètement, quel impact par rapport à ça? Est-ce qu'on est efficient par rapport à ça? On a un impact, on a un service rendu, comment on le fait et comment on transfère cette valeur. Nous, notre job aujourd'hui, c'est avec les entreprises de dire vous avez une valeur économique, soit par un produit, par un service, comment aujourd'hui vous pouvez continuer à croître, à vous développer pour créer de l'emploi socialement, etc., tout en minimisant vos impacts et créant cette valeur-là. Et du coup, on a des transferts, c'est-à-dire que les transferts qu'on a dans un endroit permettent, vous disiez tout à l'heure, de dire avoir une vie agréable, mais c'est déjà avoir une vie possible. C'est déjà avoir ça veut dire qu'on ne va pas déserter des territoires, on ne va pas avoir ces transitions. Et tout ça est vraiment systémique et il faut bien le comprendre que ce n'est pas quelque chose, comme vous disiez, vous nous disiez quels sont les enjeux aujourd'hui des entreprises tout à l'heure et tout ça. Nous, on arrive, les entreprises généralement disent « Ah, je fais de l'écologie, je fais de l'éco-conception sans le savoir, j'ai substitué ce plastique par un plastique biosourcé. » C'est bien, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'aujourd'hui, le contexte en fait, aujourd'hui des plastiques n'est pas, ça ne répond pas à ces enjeux-là. Donc il est important de savoir déjà les impacts, de savoir quelle action on va mettre en place, est-ce que c'est la bonne ou pas, est-ce qu'elle est adaptée à nos enjeux et au contexte. Là, c'est le contexte de l'entreprise, mais aussi le contexte de société dans lequel on est. Et ça, c'est vraiment important de le connaître. Et ça va nous permettre, d'anticiper. Et le fait d'anticiper, ça permet de préparer. Et préparer, ça permet, quand c'est acté, ça permet d'aller vite dans le déploiement, comme fait Fonroche très bien. C'est qu'ils vont vite dans leur déploiement parce qu'aujourd'hui, ils ont tout préparé et anticipé cette vision-là, en fait. Et juste pour rajouter, ce que j'aime dans votre vision, on vient vous solliciter pour pas mal de choses. Ben vous, votre vision, elle est claire. Ils ont travaillé sur leur vision, les valeurs, ils savent ce qui est go, no go. Et à partir de ce moment-là, on vient me proposer une opportunité. Non, ça n'a pas d'impact parce que ce n'est pas dans ma raison d'être, ce n'est pas dans ma vision. Et du coup, c'est assez clair pour moi. Je ne vais pas avoir d'impact dans ça, je vais le laisser à quelqu'un d'autre. Je vais prendre un exemple pour citer ça. Pour l'étayer, on implante des lampadaires solaires sur des parkings de supermarchés.
ne vais pas citer la marque, mais un des leaders français de la grande distribution, avec qui on travaille énormément. On fait 4-5 parkings de leur enseigne tous les mois. Donc c'est des milliers de mètres carrés de parkings qui sont éclairés maintenant de manière beaucoup plus vertueuse. On dit l'autre jour, c'est super. Maintenant, on va vous demander de faire aussi nos abris caddies, de capter l'énergie sur les abris caddies, puis de rétroéclairer les publicités. Et les abris caddies en même temps. J'ai dit non. Mais il n'y a pas de concurrence, c'est pour vous. J'ai dit non. Moi, je suis éclairagiste, je fais l'éclairage. Et pour parler de ce sujet de transfert, vous voyez, comme quoi les idées, il faut les brasser. Quand Olivier dit on fait 4000 lampadaires solaires sur la ville d'Agen, 4000 lampadaires solaires, ça revient à effacer à peu près 160 km de réseau. Vous imaginez, sur l'agglo d'Agen. Et vous parliez de comment irriguer mieux, comment... Donc, tout ce qu'on va effacer en tranchées, en câbles, en fourreaux, en tableaux électriques et bien sûr en consommation d'énergie, peut être réinvesti, pour le coup, sur des sujets fondamentaux. De la place pour les racines des arbres. Exactement. Voilà. Donc, les choses se bouclent. Mais encore une fois, là, on parle de gros chiffres. Oui. On parle de multiplier. gros impacts et qui vont aller assez vite. Au Sénégal, en ce moment, alors, c'est pas faisable dans des villes et dans des agglomérations aussi évoluées et denses que j'ai, mais au Sénégal, en ce moment, on pose 1000 lampadaires par semaine. 1000 lampadaires par semaine, ça revient, selon la densité des populations, à éclairer entre 50 000 et 100 000 personnes nouvelles par semaine. Vous voyez, ça, pour nous, c'est le Graal. C'est-à-dire que on passe d'état où il n'y avait pas du tout d'éclairage à un état où il y a l'éclairage, où ça change la vie des gens. Oui, parce que ça permet aux gens de sortir le soir, ça permet du petit commerce, ça permet vraiment la vie. Tout. On l'a oublié, mais parce que nous, c'est simple, on appuie sur un bouton depuis des années, on ne se pose même plus la question. Mais oui, bien sûr, ça change absolument la vie des gens. Les impacts sont différents aux différents endroits de la planète et de la situation des populations, mais voilà le prisme. Pour revenir tout à l'heure, parce qu'on l'a abordé rapidement, vous avez évoqué la construction de votre bâtiment donc sur le TAG. On évoquera aussi votre nouveau siège social parce que vous avez des choses qui sont communes et puis avec d'autres entreprises également du TAG. Donc vous avez évoqué votre terrasse végétalisée, mais pas que. Je pense que c'est intéressant qu'on reprenne le fil de votre ambition et de la construction de ce bâtiment qui est un modèle, parce que je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du cercle vertueux, c'est-à-dire que ces entreprises qui ne sont pas toutes des entreprises de demain, il y a aussi la logistique et des métiers plus anciens, mais c'est la vraie vie. Du fait d'être sur un même lieu, il y a des idées qui se passent, des discussions, voilà, parce que vous êtes au top du top. Alors, comment est-ce que vous avez construit votre bâtiment ? Alors, au top du top, on ne sait pas. Mais c'est vrai au top du top végétalisé. Une fois que j'avais dit sur la TAG, il faut planter des arbres, à un moment donné, on s'est dit, mais on a peut-être envie d'aller travailler au milieu de ces arbres. Ça a été la première truc. Ça ne nous paraissait pas possible de déménager, d'aller là-bas. Ça ne nous paraissait vraiment pas possible. Petite structure, puis quand même, on s'est dit, chaque fois que j'ai besoin de sous à la banque, ils me demandent qu'est-ce que vous avez, si on n'a rien, on ne nous prête pas. Et donc on s'est dit, on va demander des sous à la banque aujourd'hui pour se mettre dans un lieu qui nous va bien et dans lequel on va pouvoir exprimer ce qu'on a envie de faire. Et donc j'avais vécu au Canada, j'avais vécu dans des maisons en bois, et je me suis dit, d'abord, on va faire quelque chose en bois. En plus du bois, ça veut dire séquestrer du carbone de ce bois qui a été produit pendant 100 ans ou 200 ans. Donc, on va séquestrer au niveau du bilan carbone. Ensuite, on avait étudié la nappe de ce secteur avec le cluster et d'autres, et on savait que cette nappe fonctionne bien. Les agriculteurs irriguaient les champs. On savait que dans cette nappe, il y a un potentiel d'énergie. Il y a un potentiel d'eau pour les arbres, mais aussi un potentiel d'énergie. Donc on a étudié pour utiliser la nappe comme ressource d'énergie pour faire avec une pompe à chaleur, ne plus avoir besoin de gaz à Poutine. Et on est arrivé, ça fonctionne.
Enfin, on n'a pas passé l'hiver encore, on ne sait pas comment on va s'en sortir, mais l'été s'est bien passé. Vous mettrez un col roulé. Je ne sais pas, mais enfin, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et on a demandé ensuite à un architecte qui fait partie du cluster de nous faire un bâtiment qui soit passif. J'avais été étudiant à Toulouse, à l'université, où on travaillait avec l'habitat passif, donc j'avais envie que ce soit passif. Donc on a fait quoi? On s'est fermé du côté sud pour que le soleil n'y rentre que pendant l'hiver et le printemps. Et par contre, on s'est ouvert côté nord, on a fait en sorte d'avoir des capteurs solaires il y a 3 ans. Pour l'équilibre énergétique d'un bâtiment, c'était 30% de capteurs solaires pour pouvoir s'autoconsommer. Aujourd'hui, avec les prix qui augmentent, 70%. Il faudra peut-être monter. Et donc, il faudra m'aider là-dessus. Mais il y a quelque chose on est en train de réfléchir là-dessus. Mais pour répondre ou compléter ce que vous disiez, j'ai 68 ans, je continue à travailler parce que je me régale, parce qu'il y a 30 ans, j'imaginais ce qui allait se passer, mais personne n'écoutait. Aujourd'hui, tout le monde est là, et surtout, il y a des jeunes qui sont prêts à faire ça. Et quand on est dans un bâtiment, les 2 jeunes recrues qui viennent d'arriver, dans leur fiche d'étonnement, marquent « on est bien dans ce lieu ». Et donc, et c'est pour ça aussi que j'ai envie de continuer à y travailler peut-être quelques années de plus, parce que quand on est dans un lieu agréable qui nous permet d'avoir un confort et où on se sent avec ce qu'il faut faire, on se sent ancré, quoi. On est dans la bonne verticalité. Et on a planté des arbres déjà, 3, et il va y en avoir 2 de plus. Mais et c'est là où la synergie avec les autres est importante. Et donc quand je vois un bâtiment où il n'y a que des tôles, et qui ressemble à ce que je n'aimais pas il y a 20-30 ans, je râle un peu. Et j'ai envie de dire à ceux qui ont mis des tôles, creusez au pied, côté sud, mettez des plantes grimpantes pour que ces tôles soient remplies d'un végétal qui va rafraîchir ces tôles et qui fera un aspect meilleur et qui rafraîchira. Parce qu'une tôle en plein été, c'est 50 degrés, 45 degrés. Donc il y a encore des choses à progresser et j'espère qu'on va vous faire la démonstration que ça peut fonctionner. Donc effectivement, il y a encore un long chemin devant nous et moi je suis très heureux que la CMG soit implantée sur le TAG parce que justement, il démontre par l'exemple ce qu'il est possible de faire. Et on a besoin de ça aussi, parce que parfois on peut avoir des théories, et il y en a beaucoup, hein, mais on a du mal en fait à les incarner territorialement. Et donc là, on a l'exemple parfait effectivement d'une implantation d'un bâtiment qui répond aux nouveaux enjeux, avec une équipe qui est mobilisée et qui est prête à le partager aussi, parce que l'accompagnement est nécessaire aussi dans cette démarche-là. Lorsque Jean-François dit oui, les entreprises, on peut changer le style de bâtiment, oui, mais ça suppose qu'elles aussi en fait, fassent un chemin, qu'elles en comprennent aussi la pertinence, qu'on leur montre aussi quels matériaux on peut utiliser. Enfin, elles sont prêtes à le faire. C'est pas que par le cahier des charges que l'on passe, c'est aussi par l'exemple, par la dynamique et l'écosystème. Exactement. Et c'est pas par les subventions. On n'a pas été aidé, on n'a pas eu de subvention pour ce qu'on a fait. C'est-à-dire, c'est un exemple concret de n'importe quelle entreprise qui doit accepter de payer 15-20% de plus, mais qui derrière, avec le fonctionnement que l'on a, va le récupérer rapidement. Voilà, c'est un investissement différent, donc ça suppose aussi que dans ce plan d'investissement, on raisonne un petit peu différemment aussi. Donc je crois qu'il y a maintenant effectivement cette prise de conscience et notamment cet exemple-là au cœur du TAG, sur lequel l'agglomération d'ailleurs aussi va construire au sein d'un campus de l'innovation des compétences aussi un bâtiment qui a vocation aussi à accueillir de nouveaux porteurs de projets dans cette thématique aussi qui est le changement climatique, parce qu'on est convaincu que les idées en fait elles sont là. Elles sont là et elles ont besoin certainement d'être soutenues encore une fois par la collectivité pour qu'elles puissent émerger et trouver des solutions. On n'a pas parlé d'agriculture de précision, mais Jean-François pourra en parler. Comment en fait on fait maintenant pour arroser de manière beaucoup plus précise les cultures, parce que ça c'est un enjeu aussi. On dit qu'on a besoin d'eau, donc ça veut dire que c'est une ressource rare, donc ça veut dire qu'il faut l'utiliser avec beaucoup de parcimonie, mais on ne va pas s'arrêter de produire non plus, parce qu'il faut continuer à vivre. Donc ça veut dire qu'il faut imaginer de nouvelles technologies dans l'arrosage, et effectivement il y a beaucoup de projets dans ce domaine-là. Donc moi je suis très heureux que l'agglomération qui porte ce projet, qui va sortir en tout cas en termes de travaux début d'année et opérationnellement on va dire fin 2024, puisse aussi être un lieu
au milieu d'arbres, hein, parce que ça a été pensé aussi, comme un lieu de vie dans lequel on prenait en compte aussi cette problématique aussi d'environnement agréable à vivre et puis aussi soucieux aussi des générations futures, qu'on puisse nous prendre notre part. Eh oui. Avant de vous donner la parole sur la construction aussi de ce nouveau siège social qui s'implante sur le TAG et sur les ambitions aussi que vous portez, parce que jusqu'à présent, vous aviez déjà une espèce, on va dire, de showroom à ciel ouvert pour faire la démonstration de la force de votre concept et de votre éclairage public. Mais là, maintenant, vous allez aller encore plus loin en faisant une espèce de centre de formation. On va y revenir, si vous voulez bien. Je propose que l'on passe la parole à Hélène Lovato, qui est près de nous, hein, mais qui est loin, puisque vous êtes dans les bureaux, je pense, de ThinkPlus. Ouais. Donc, vous êtes au Pays Basque. Vous allez nous apporter un éclairage, Hélène, c'est un peu la grande oubliée dans une prise de conscience pourtant assez générale, c'est celle de la biodiversité. Et la biodiversité applicable dans l'entreprise. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à en entendre parler de plus en plus, mais néanmoins, le sujet de la biodiversité est en retard par rapport au sujet du climat. On peut l'expliquer par différentes raisons. Tout d'abord, la biodiversité, l'érosion de la biodiversité est due à différentes causes. Donc, l'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale scientifique et politique de la biodiversité et des services écosystémiques, donc on appelle ça le GIEC de la biodiversité, a identifié 5 grands facteurs d'érosion de la biodiversité qui sont dus aux activités humaines. Et parmi ces 5 grands facteurs, on retrouve le changement climatique. Donc, ça montre bien comment la biodiversité, les enjeux et l'érosion de la biodiversité est multifactorielle. Ce qui rend plus complexe la compréhension des enjeux de biodiversité, à la fois par les entreprises et à la fois par la prise de conscience générale et dans le développement d'outils de mesure d'impact. Comme on le disait tout à l'heure, il faut, pour une entreprise, c'est toujours intéressant de déjà bien identifier ses impacts pour pouvoir agir. Et aujourd'hui, en termes de biodiversité, on a certains outils qui se mettent en place, mais ils sont encore à un stade initial, ce qui n'aide pas, disons, dans la prise en compte et l'intégration des enjeux de biodiversité au sein des entreprises et de nos sociétés. Alors, je vais vous présenter quelques chiffres, peut-être, justement. Parce que je crois que vous avez fait un sondage, hein, pour essayer de mesurer, de mesurer, on va dire, le taux d'ignorance. C'est pas péjoratif, mais quand même. Plutôt le taux, justement, de perception aujourd'hui de la biodiversité au sein des entreprises. Comment aujourd'hui la biodiversité capte ou perçoit son intégration dans les entreprises. Exactement, on a pu faire une étude sur une soixantaine de répondants qui sont des employés ou des directeurs d'entreprise sur la perception des entreprises pour les enjeux de biodiversité. Et les grands constats qu'on a pu soulever sont les suivants. Donc déjà, on a une méconnaissance du sujet. En effet, rien que donner une définition de la biodiversité, il y a une personne sur 7 qui en serait pas capable, visiblement. Pourtant, la biodiversité est identifiée comme un enjeu majeur actuel. Donc 100% des répondants
à l'étude considèrent que l'état de la biodiversité est soit inquiétant, soit mauvais. On voit qu'il y a quand même une prise de conscience des enjeux de biodiversité actuels, mais que seulement 15% des entreprises au sein de l'étude ont des actions qui sont spécifiquement dédiées à la biodiversité. De plus en plus d'entreprises commencent à intégrer les enjeux climatiques. Ça devient aussi de plus en plus obligatoire par la réglementation. Néanmoins, la biodiversité ne fait pas partie fait peu partie des sujets sur lesquels les entreprises travaillent de manière spécifique. Mais on a observé une volonté forte d'action. Donc, on a une moyenne de 4,44 sur 5 de volonté d'engagement pour une démarche au sein des répondants à l'étude. Ce qui donne de l'espoir pour intégrer les enjeux de biodiversité aux entreprises. Oui, alors justement, Hélène, revenez parmi nous. Vous pouvez enlever votre slide, on l'a bien vu, je vous remercie infiniment. Très concrètement, si on doit dire en une phrase quelle est l'importance du sujet, parce qu'en effet, comme vous dites, il y a une méconnaissance. Si vous deviez vous adresser aux entreprises petites et grandes, vous leur diriez quoi comme levier d'action? Vous devez absolument vous préoccuper de la biodiversité parce que, et voilà comment est-ce que vous pouvez commencer à prendre le sujet. Oui, alors il faut commencer à prendre en compte la biodiversité. Les études et les scientifiques montrent que les enjeux climatiques et de biodiversité doivent être traités conjointement. Les activités humaines ont un impact sur la biodiversité et donc il faut commencer à prendre en compte en tant qu'entreprise l'impact sur la biodiversité. Hélène, on a peut-être une réaction si vous voulez bien. Le cluster eau et climat. Je me souviens en 2014, quand on a eu cette idée, c'est Henri Tandonnet, qui était sénateur à ce moment-là, qui nous a dit il faut qu'on fasse un cluster sur l'eau. Je dis mais ça existe déjà, le cluster sur l'eau. Par contre, un cluster sur l'eau et le climat, ça n'existe pas. Et donc, il nous a écoutés. Et puis, il est revenu encore derrière en disant et il ne faut pas oublier la biodiversité. Parce que le travail qu'il avait fait au Sénat l'avait sensibilisé. Et puis, moi, un fils d'agriculteur, la biodiversité, c'est évident. En travaillant avec des agriculteurs pour justement préserver cette biodiversité, celle que l'on mange, ça nous a paru évident. Et aujourd'hui, on se rend compte que par cette démarche-là, on fait comme Laurent. Il y a des choses qu'on nous propose, on les rejette. Parce que cet aspect-là n'est pas pris en compte. On me présente quelque chose qui va être techniquement favorable, mais qui oublie ce côté végétal, on le refuse. C'est pour ça que ce que vous disiez tout à l'heure est important. Et donc, dans la biodiversité, il y a aussi le végétal, l'eau, mais il y a également le monde animal, les insectes et tout ce qui vient à côté. Et quand on espère un jour travailler au milieu de ces arbres, de cette végétation, avec cette eau qu'il va falloir préserver, pour pouvoir le faire fonctionner, on aura peut-être un exemple de maintenir cette biodiversité qui, attention, elle ne s'oppose pas, elle ne doit pas s'opposer à la production de biomasse pour manger ou pour de l'énergie. Et de tout temps, j'ai pensé que l'énergie solaire avec le végétal ne devait fonctionner que là où il y a du soleil et pendant qu'il y a du soleil, c'est-à-dire en été. Et donc tous ceux qui sont par exemple, contre le stockage de l'eau, ne se rendent pas compte qu'ils empêcheront ce phénomène d'utiliser de l'énergie solaire pendant l'été. Parce que les végétaux, en été, produisent davantage de biomasse qu'en hiver, où il y a moins de soleil. Et ça, c'est un raisonnement qui est difficile à faire admettre. Hélène, vous suscitez des réactions, donc Olivier Grima et puis ensuite Vincent Collet. Ouais, pour compléter ce qu'a dit Hélène et puis le travail qu'elle effectue à l'agence là, depuis 1 an, à intégrer justement ces éléments de biodiversité dans les accompagnements des entreprises, il
faut pas oublier que la biodiversité, c'est l'être végétal, c'est tout ce qui est végétal, l'être animal, et il y a le service rendu par cette biodiversité qui est importante. Donc ce service rendu, on l'exploite aujourd'hui à travers les ressources qu'on utilise pour faire des éclairages, pour aujourd'hui vivre dans le monde dans lequel on est. Et il faut bien faire attention que si on ne préserve pas ces ressources-là et ces services rendus, on va justement détruire notre société aujourd'hui. Donc il y a encore un double intérêt pour le faire. Donc c'est très dur aujourd'hui quand même pour les entreprises de le percevoir. Ce quoi on travaille aujourd'hui à l'agence, c'est d'aider les entreprises déjà à sensibiliser. Hélène est en train de faire des modules de formation sur qu'est-ce que la biodiversité, comment l'intégrer, comment capter, comment compter la biodiversité. On parlait, voilà, comment on compte. Aujourd'hui, on est en train de travailler avec un client sur la torréfaction. Ben, on cartographie d'un point de vue mondial les zones sensibles au niveau de la biodiversité et on est en train de regarder les zones de production du café et on est en train de regarder comment on peut matcher pour ne pas donner de risque déjà au niveau de l'entreprise, parce que c'est un risque d'approvisionnement, et pour qu'elle s'assure qu'elle fasse bien les choses et qu'elle ne mette pas en péril ce que la nature lui donne. Donc c'est un peu philosophique en soi, mais ça a un intérêt pécunier derrière et un intérêt de société pour faire vivre une chaîne de valeur. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on est en train de mettre en place des outils pour mesurer et des outils aussi pour diagnostiquer, dire où ils en sont aujourd'hui et quels sont les enjeux et comment ils doivent prendre en compte. Et puis, je pense, comme avec le climat, il y a 10 ans, quand on était avec notre bâton de pèlerin, je pense que d'ici 1 ou 2 ans, on va être déjà dans des phases opérationnelles, justement de mise en œuvre, et on va avoir des premiers. Il y a une entreprise qui, sur votre territoire qu'on accompagne depuis des années, qui est les Vignerons de Buzet. Les Vignerons de Buzet travaillent énormément sur le service rendu aujourd'hui en termes systémiques, aussi bien au niveau économique, au niveau environnemental et au niveau sociétal. Donc ils ont déjà cette triple comptabilité en place dans laquelle ils intègrent les enjeux de biodiversité. Donc on voit que oui, c'est très dur. Le problème, c'est que tous ces enjeux qui sont climatiques, biodiversité et autres, sont très durs à percevoir. On voit que c'est perceptible quand sur un territoire, on travaille, on capte, on dit on veut garder l'eau sur notre territoire. Bah oui, parce que les bassins hydriques sont complètement différents. Nous, au Pays Basque, tout est vert. Okay. Mais ici, quand on voit dans certains passages, on voit que c'est jaune, etc., etc. Donc on voit qu'on, même sur une région, à l'échelle d'une région, et puis on a travaillé ensemble sur le schéma directeur là-dessus, on voit que les bassins hydriques sont complètement différents, et du coup on essaie toujours de se ramener à nous en tant qu'humains, et nous en tant que territoire. Et il faut faire attention de le faire, mais pas trop le faire, parce qu'autrement on va aussi encore créer des disparités, des déséquilibres, et c'est ça qui est dur aujourd'hui à prendre en compte. Olivier Grima. Oui, donc cette biodiversité, donc c'est une notion aussi que les collectivités aussi ont en termes d'objectifs vraiment prioritaires, et notamment lors de la création de la TAG. On s'est fait accompagner, parce que nous ne sommes pas des spécialistes, par un écologue qui nous a permis aussi d'avoir une approche très très différente aussi par rapport à cette biodiversité, avec la préservation aussi d'espèces, notamment le crapaud calamite, donc qui est une espèce un petit peu significative aussi sur le territoire de la TAG, l'installation aussi de nichoirs aussi, de gîtes pour les reptiles, essayer d'avoir une approche différente en fait de ce qu'on avait pu faire par le passé, parce qu'effectivement il y a encore 15 ans, on ne se posait pas la question, en fait, un coup de bulldozer et puis c'était terminé, on a aménagé et tout le monde était content. Donc on a intégré aussi cette notion de biodiversité. Il faut certainement aller beaucoup plus loin aussi dans ce domaine-là, et moi je suis très en attente aussi d'indicateurs objectifs aussi de cette biodiversité, parce que sinon on ne mesure rien, et en fait on est un peu dans les discours un peu incantatoires, et malheureusement en fait on a du mal en fait à raccrocher. Donc on essaye aussi de se faire accompagner aussi dans ce domaine-là aussi par des experts aussi, et Jean-François aussi nous alerte aussi sur ces questions de biodiversité, mais si on veut franchir aussi en fait un cap suffisant, il faut qu'on soit en mesure aussi de dire voilà, le nombre d'espèces qu'on a sur notre territoire, quelles sont celles qui sont en fait en diminution, peut-être celles qui sont en progression, quelles sont les conditions aussi qui vont faire qu'on va améliorer les choses. Donc on a besoin aussi d'expertise, parce qu'encore une fois, nous on porte des politiques publiques, mais on n'est pas détenteur aussi d'un savoir aussi dans ce domaine-là. Hélène, vous voulez reboucler ?
Oui, je voulais rebondir par rapport à notre dépendance de la biodiversité et du fonctionnement des services écosystémiques, donc les services que nous rend la biodiversité et les habitats. C'est que selon une étude, plus de la moitié du PIB mondial dépend du bon fonctionnement de la biodiversité et des services écosystémiques. Pour les entreprises, disons, ça descend jusqu'au niveau de l'entreprise et c'est exactement la même chose. Il y a eu une perte de cette notion de dépendance et pourtant qui est très forte. Lorsqu'on y met une valeur économique, on s'en rend mieux compte. Il est absolument essentiel de commencer à prendre en compte les enjeux de biodiversité pour réduire les pressions parce qu'on en dépend fortement en tant que société et entreprise. Pour commencer à prendre en compte la biodiversité, ce qu'il faut, c'est tout d'abord comprendre les enjeux. Comprendre les enjeux grâce à des sensibilisations et des formations que nous on peut faire. Ensuite, il faut mesurer, essayer d'établir un diagnostic sur les impacts. Et ensuite, il faut agir, donc déterminer une stratégie et les actions à mettre en place. Voilà. Merci Hélène. Laurent Lubrano, parce que je sais que vous êtes un petit peu pressé, donc si jamais vous... Ça va aller. Bon, vous allez finir de ce nouveau centre, sur le TAG, qui à la fois a été pensé de manière vertueuse dans sa conception, mais vous êtes allé aussi plus loin pour pouvoir intégrer à la fois, pour pouvoir stimuler l'innovation, pour pouvoir permettre la recherche et développement, pour pouvoir accueillir des personnes du monde entier. Dites-nous en plus. Oui, alors, c'est un site industriel, donc il est fait pour produire. Mais il est aussi, à l'amont, on fait pour stimuler la R&D. On a un gros département recherche et développement, plus de 35 ingénieurs impliqués dans la recherche, essentiellement sur le sujet du stockage le plus vertueux possible, le plus long life possible, le plus recyclable possible et le plus pertinent économiquement, le plus compétitif, parce qu'il faut joindre toujours ces deux sujets. Oui, on a beaucoup misé sur le sujet de la formation. Parce que même philosophie quelque part, c'est l'idée de la reproductibilité à l'échelon du monde. Aujourd'hui, quand vous vous déplacez dans le monde entier, que ce soit dans un petit village de Corrèze ou bien au fin fond du Chili, on est un peu comme ici, c'est-à-dire que tout le monde a une prise de conscience qui n'est plus discutable, mais il y a une discussion sur le comment. Et sur le coût, et sur est-ce que ça va durer, est-ce que ça va pas durer, etc. Et donc on manque de savoir, en fait, et de transmission de ce savoir ou de ce savoir-faire. Et donc nous, on s'est dit, une des premières missions sera d'avoir sur place un centre de formation trilingue, français, espagnol, anglais, pour pouvoir expliquer un panneau solaire, comment ça marche, qu'est-ce qui peut être bien, qu'est-ce qui peut être moins bien, poly, monocristallin, etc. Une batterie, pareil, tous les systèmes de batteries qui existent, là aussi, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Et puis la LED, etc. Donc on a énormément misé sur des moyens et des structures humaines de formation à l'éclairage solaire pour pouvoir l'émanciper dans le monde entier. Parce qu'il doit y avoir des idées reçues aussi sur le solaire, comme sur la décarbonation, comme sur beaucoup d'autres choses. Sur les événements qui sont des événements en fait à venir, des choses que vous avez mises en place les uns et les autres. Je crois que vous allez aussi essayer de susciter l'innovation, peut-être créer des futurs fonds roches à travers à la fois de la pépinière d'incubation, des concours. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Le cluster, avec l'accompagnement de l'agglomération, a lancé un concours Créatag. Je sais qu'aujourd'hui, il y a 10 projets qui se sont présentés. Créatag, l'idée est simple, c'est qu'est-ce qu'on peut imaginer pour s'adapter à ce changement climatique, pour améliorer notre vie, notre confort et créer des entreprises avec ces idées-là.
Et bien sûr que ces entreprises viennent plutôt sur Agen, où il fait bon vivre, où on n'a pas d'embouteillage, où on a un climat qui est même un peu chaud, mais justement avec les arbres et l'eau que l'on a, sera amélioré. Et on n'aura pas besoin de climatisation ou moins climatisé. Donc Créatag est là pour cela. Et Créatag sera représenté la semaine prochaine pour notre COP 47. Parce qu'il y a la COP 27, mais nous, ça fait 5 ans que l'on fait la COP 47, où l'idée est simple. Venez nous dire ce que vous avez fait pour vous adapter au changement climatique et nous dire ce que vous allez faire l'année prochaine. Et à chaque fois, on invite des gens pour nous parler de qu'est-ce qu'ils font ailleurs. Là, on invite un Méditerranéen, un Corse. Antoine Orsini va venir nous parler de comment la Corse, autonome au niveau climat, doit se débrouiller sur l'eau. Et l'eau qui lui tombe, on ne peut pas transférer l'eau du Rhône jusqu'en Corse. Il faut qu'il se débrouille avec l'eau de pluie qui leur tombe dessus. Et c'est cette idée-là simple qu'on veut faire appliquer ici en Lot-et-Garonne. C'est utilisons l'eau de pluie qui nous tombe sur la tête au mieux pour être indépendant de l'eau qui peut venir d'ailleurs, qui ne viendra peut-être pas un jour, ou de l'eau en profondeur qu'il faudrait réserver pour des moments plus restreints. Donc ça, c'est le cluster. Au niveau de la CMG, sur quoi hier j'ai travaillé sur la charboline, le carbone, le méthane. Pour la semaine prochaine, pour la COP 47, nous invitons Sacovine, une entreprise d'Aix-en-Provence qui a misé tout sur transformer du méthane, qui peut être fossile, mais qui peut être du biométhane, en hydrogène et en carbone. Et moi, j'ai été les voir parce que le carbone, j'ai envie qu'on le mette dans les fentes argileuses pendant l'été ou à des moments pour que ces sols stockent davantage d'eau et soient capables de réduire les phénomènes d'érosion, les phénomènes de ruissellement, les phénomènes d'inondation. Sauf que pour mettre 10 tonnes de carbone dans le sol, je ne veux pas le payer 500 € ou 1000 €. Il faut que ce soit à 30 €. Et la solution Sacovine dans un plasma pour détruire pour casser la molécule de CH4 pour en faire du carbone et de l'hydrogène m'intéresse. Ça m'intéresse pour le carbone, mais ça va vous intéresser pour l'hydrogène. Et surtout s'il est produit à un bas coût énergétique. Voilà les pistes sur lesquelles nous travaillons et le pilotage de l'irrigation, bien entendu, ça continue. Quelque chose par rapport à la biodiversité. Jusqu'à présent, on travaille sur le gel. La vigne, l'arboriculture a été détruite. Là, ces 2 derniers printemps, les pruneaux d'Agen ont été détruits à plus de 81% à des endroits. Donc c'est un drame économique pour notre département. Je savais que l'enherbement était quelque chose de dangereux parce que ça isole le sol, parce qu'on faisait désherber et donc mettre du glyphosate dans un verger, dans une vigne, ça ne se fait plus. Donc des gens ont travaillé sur l'enherbement pour améliorer le fonctionnement. Et on s'est rendu compte cet été que des vignes très enherbées ont une qualité au niveau des... Alors je ne savais pas que ça existait. L'azote des mous était meilleur. L'acidité était meilleure, le taux d'alcool était plus faible. Or, c'était enherbé. Pour moi, c'est le contraire. L'enherbement aurait dû être un concurrent à la vigne. Ça a été un allié. Du coup, nous étudions cela parce qu'on se rend compte que la biodiversité, je réagis à ça, a permis de mieux s'adapter à des températures élevées pendant l'été. Je ne le croyais pas, on en a la preuve maintenant. Par contre, il faut empêcher que l'enherbement fasse geler. Et là, cet été, on a découvert que des vignes enherbées mais mouillées, avec de l'eau, étaient moins gélives que des vignes séchées. Que des vignes qui avaient été, où les moutons étaient passés pour manger l'herbe, avaient été moins gélives. Et donc, on a des solutions, à condition d'avoir de l'eau au printemps pour irriguer, sans doute, pour humidifier les sols, pour faire en sorte de limiter le risque gel. Donc, toute cette complexité autour du climat, de son adaptation, avec l'eau, avec le végétal, je me régale de travailler avec ça. Mais, comme vous le disiez, je ne sais pas l'un ou l'autre, il faut des choses simplistes. Il faudra qu'à un moment donné, on arrête. Ça fonctionne, et on ne le complexifie pas davantage. Ben justement, ça sera on va dire le mot de la fin. Chacun, si vous voulez bien, je vous laisse
donner un dernier message, alors soit un point de vigilance, soit un message porteur d'espoir, soit un conseil que vous pourriez donner aux entreprises qui nous regardent. On a entendu beaucoup qu'il ne fallait pas être parfait, ne pas avoir peur de la grande montagne, qu'il fallait se lancer et prendre sa part. Alors peut-être, si vous voulez bien. Moi, je vais rebondir là-dessus. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, on est conscient des enjeux auxquels on doit faire face. Peut-être les entreprises ne savent pas quels sont leurs propres enjeux. Donc, je pense que c'est important qu'elles les connaissent, qu'elles mettent en place des mesures et puis qu'elles n'attendent pas que tout soit parfait ou qu'elles ne se contentent pas de changer une solution pour une autre. On voit bien avec l'exemple qu'on vient juste d'avoir, c'est un système, c'est assez complexe. Il y a plein d'entreprises qui créent ce nouveau système et cet écosystème, je pense qu'aujourd'hui, chaque entreprise doit créer son propre écosystème qui lui réponde à son environnement, à sa circularité, à sa chaîne de valeur, à son modèle économique qui est très important parce que c'est ça qui fait vivre et à son territoire. Donc ça, je pense que c'est vraiment l'importance et pas aller dans des idées préconçues toutes faites parce que en fait, chaque entreprise est unique comme les êtres humains. Merci Vincent. Laurent Lubrano. Je dirais encore une fois, je ne sais pas s'il y a des élus, par exemple, qui regarderont cette émission, mais l'exemple de l'initiative de l'agglomération d'Agen sur l'initiative qui nous concerne à nous, l'éclairage solaire, elle est remarquable, elle est courageuse, elle a un impact immédiat et long terme. Parce que l'éclairage, c'est un poteau, ça dure 30 ans. Hein, donc voilà des initiatives simples, très facilement finançables, avec des retours sur investissement immédiats, parce que l'éclairage, c'est 40% de la facture d'électricité d'une ville. Ce n'est pas l'épaisseur du trait, 40% de la facture d'électricité d'une ville. Donc, des initiatives comme ça, elles sont à portée de main, et elles sont très facilement finançables, et elles ont des retours sur investissement immédiats. Qu'attend-on ? Let's go. Ouais. Olivier Grémin. Oui, donc moi je terminerai effectivement là-dessus en se disant que collectivement on a des solutions il faut vraiment en fait faire preuve de volonté et à la fois de pragmatisme. De volonté parce que de toute façon il faut quand même agir vite et on a bien compris l'urgence effectivement qui est devant nous. Et pragmatique parce qu'on parlait tout à l'heure du stockage de l'eau. Aujourd'hui on peut entendre des positions un peu radicales contre le stockage de l'eau. Il faut arrêter avec ça. L'eau, il faut la stocker. Il faut commencer dès maintenant parce qu'on a besoin de cette eau. Et puis en plus, cette eau elle va nous permettre d'avoir aussi autour de la biodiversité. Donc il faut faire preuve de pragmatisme et essayer aussi des solutions qui sont des solutions qui fonctionnent. Donc moi, je suis aussi pour avoir un consensus aussi autour de ce qu'on met en place de manière en fait à garder avec nous aussi une majorité des gens. Merci à tous les 5. Et puis, pardon. Oui, merci à tous les 5. Donc 1, 2, 3, 4. Et Hélène qui était avec nous depuis le Pays Basque et qui nous a éclairé sur les enjeux de la biodiversité applicables à l'entreprise. Et puis pour toutes ces belles initiatives qui vont dans le bon sens, même si la situation est complexe. Et c'était tout l'intérêt de pouvoir l'aborder de façon systémique et de montrer les initiatives qui existent sur le terrain et comme quoi ensemble on est plus fort. À bientôt, très bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.